L'année 79 après Jésus-Christ, la baie de Naples s'éveille comme à l'accoutumée sous un soleil éclatant. La mer calme reflète la lumière du matin. Les pêcheurs rentrent au port avec leurs prises de la nuit. Les cris des mouettes se mêlent aux voix des marchands installant leurs étals. Dans les rues pavées, les habitants se pressent vers les marchés. Les artisans ouvrent leurs ateliers et les enfants jouent autour des fontaines. Pompéi, cité commerçante florissante de plus de 10 000 habitants, vit au rythme des affaires et des plaisirs. Les rues sont bordées de boutiques, de tavernes, d'échoppes colorées. Les maisons modestes côtoient de riches villas ornées de fresques et de mosaïques. Dans l'amphithéâtre, on prépare les prochains combats de gladiateurs. Les thermes commencent à accueillir leurs premiers visiteurs de la journée. À quelques kilomètres, Herculanum, plus petite mais plus riche, s'étend au bord de la mer. Ville balnéaire prisée de l'aristocratie romaine, elle regorge de villas luxueuses, offrant une vue imprenable sur le golfe de Naples. Jardins parfumés, colonnes sculptées, pièces décorées de fresques mythologiques témoignent du goût raffiné de ses habitants. Surplombant la région, le Vésuve se dresse, montagne familière dont les pentes fertiles sont couvertes de vignes. Les habitants l'ignorent, mais ce colosse est un volcan. Pour eux, il n'est qu'un repère dans le paysage, une source de richesse agricole. Pourtant, 17 ans plus tôt, en 62, un puissant tremblement de terre a frappé la région, détruisant partiellement Pompéi et ses voisines. Les habitants se sont habitués aux secousses qu'ils considèrent désormais comme de simples caprices de la nature. Depuis, de légers tremblements se produisent régulièrement sans susciter d'inquiétude. Ce matin du 24 août 79, tout semble paisible. Les marchés débordent de fruits, de légumes, de poissons séchés. Les odeurs de pain chaud se mêlent à celles des herbes et des huiles parfumées. Les conversations sont animées. Les rues grouillent de vie. Vers la fin de la matinée, un grondement sourd trouble la quiétude. Les habitants s'arrêtent, tendent de l'oreille. Le bruit est profond, continu, comme un écho venu des entrailles de la terre. Les regards se tournent vers le Vésuve. Une explosion retentit, déchirant le sommet de la montagne. Une colonne de cendres, de gaz brûlant et de pierres ponces s'élève dans le ciel, montant si haut qu'elle semble toucher les nuages. Selon Pline le Jeune, témoin depuis Misène, la forme de ce nuage rappelle celle d'un pin parasol, large en haut, étroit à la base. La stupeur laisse place à l'inquiétude. À Pompéi, de petites pierres ponces commencent à tomber, d'abord légères, puis plus grosses. Elles rebondissent sur les toits, frappent les épaules, roulent sur le sol. Les habitants lèvent les yeux, incrédules. Certains se précipitent à l'intérieur de leur maison, d'autres couvrent leur tête de tissu ou de panier pour se protéger. La pluie de débris s'intensifie rapidement. Les toits de tuiles craquent sous le poids. Des murs se fissurent. Les rues se blanchissent. Les pas deviennent lourds. L'air se charge de poussière, rendant la respiration difficile. Pendant ce temps, à Herculanum, le vent pousse la colonne de cendres vers Pompéi. La petite ville est relativement épargnée dans les premières heures. Les habitants observent le phénomène avec inquiétude, mais sans panique immédiate. Beaucoup se rassemblent sur le rivage, espérant qu'un navire viendra les évacuer. D'autres montent sur les terrasses de leur maison pour observer le volcan, fascinés par ce spectacle inquiétant. Les heures passent. À Pompéi, la pluie de pierres ponces continue sans relâche. Les débris atteignent bientôt 1 mètre d'épaisseur. Les portes sont bloquées. Les rues encombrées. Les toits s'effondrent les uns après les autres. Le ciel est devenu sombre comme la nuit. Les torches s'allument en plein jour. L'odeur âcre du soufre envahit les narines. Les cris, les appels à l'aide résonnent dans les ruelles. Certains tentent de fuir vers le sud, mais les routes sont encombrées et glissantes. Les vieillards et les enfants peinent à avancer. La nuit tombe, et avec elle vient la mort. Peu avant minuit, un grondement plus puissant que les précédents secoue la terre. Une nuée ardente se détache du Vésuve. C'est un mélange mortel de gaz brûlant, de cendres et de fragments de roches, lancés à plus de 100 km/h. En quelques minutes, elle atteint Herculanum. La température dépasse 300 degrés. Les habitants qui attendaient sur le rivage ou s'étaient réfugiés dans les hangars à bateaux meurent instantanément, foudroyés par la chaleur. Leur chair se contracte, leurs corps sont figés dans leur dernière posture. La ville entière est engloutie sous plusieurs mètres de boue volcanique formée par la rencontre des cendres et de l'eau de mer. À Pompéi, la pluie de pierres ponces continue toute la nuit. Les habitants encore vivants s'abritent tant bien que mal. Certains creusent dans les débris pour libérer une porte, d'autres tentent de grimper sur les toits restés intacts. Mais à l'aube, une nuée ardente semblable à celle qui a frappé Herculanum
dévale les pentes du volcan et atteint la ville. La vague brûlante envahit les rues, s'infiltre dans les maisons, tue instantanément tous ceux qui respirent encore. Une seconde nuée ardente, plus massive encore, recouvre la cité sous plusieurs mètres de cendres et de lapilli. En quelques heures, Pompéi disparaît. Le silence retombe. Le paysage est méconnaissable. Là où se dressaient des villes animées, ne subsiste plus qu'un désert gris, uniforme, d'où émergent à peine quelques toits effondrés. Les survivants, rares, fuient la région. L'empereur Titus envoie des secours, mais l'ampleur du désastre dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Les cités sont abandonnées. Peu à peu, la végétation recouvre la plaine. Le souvenir de Pompéi et d'Herculanum s'efface. Pendant plus de 15 siècles, elles dorment sous la cendre. Les paysans cultivent les terres, sans savoir qu'ils foulent les ruines de villes entières. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle, par hasard, qu'on redécouvre Herculanum en creusant un puits. Les premières fouilles révèlent des statues, des mosaïques, des fresques d'une richesse inouïe. Peu après, on met au jour Pompéi. Les archéologues dégagent des rues entières, des boutiques figées dans leur activité, des amphores pleines de vin, des pains carbonisés encore dans les fours. Mais la découverte la plus saisissante reste celle des corps. La cendre humide a moulé les victimes dans leur dernière posture. Les tissus organiques ont disparu, mais les cavités laissées par les corps ont conservé leur forme exacte. Les chercheurs y injectent du plâtre, révélant des silhouettes poignantes. Un homme se protégeant le visage, une mère serrant un enfant contre elle, un chien enchaîné se tordant dans ses liens. Ces images bouleversent le monde entier. Elles rappellent que derrière les ruines se cache une tragédie humaine immense. Les lettres de Pline le Jeune à Tacite complètent le tableau, décrivant avec précision la forme du nuage, l'obscurité, l'odeur du soufre et la mort de son oncle, Pline l'Ancien, asphyxié alors qu'il tentait de secourir les habitants par la mer. Aujourd'hui encore, Pompéi et Herculanum sont des témoignages uniques de la vie romaine du 1er siècle. Leurs rues pavées, leurs maisons décorées, leurs thermes, leurs tavernes nous replongent dans le quotidien de l'Antiquité, comme si le temps s'était arrêté. Mais elles rappellent aussi que la nature, en un instant, peut anéantir ce que l'homme met des siècles à bâtir. Le Vésuve, toujours actif, se dresse au-dessus de Naples. Les scientifiques le surveillent attentivement. Ils savent qu'une nouvelle éruption est inévitable. L'histoire de 79 reste un avertissement. Le volcan dort, mais il se réveillera. La question est, serons-nous prêts ? Si cette histoire vous a marqué, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits historiques 100% réels. Partagez cette vidéo à ceux qui pensent que l'histoire est ennuyeuse. Ils changeront d'avis.